Petite intro parce qu'il y a YouTube. Bon les gars, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des datas dans le MMA. Donc l'importance des datas. Je vais vous donner quelques documents. Je vais vous montrer quelques documents intéressants de l'UFC Performance Institute. J'espère que tout le monde va bien, que ce soit sur YouTube ou Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire sur YouTube, à liker, ça fait plaisir. Et à venir vous abonner aussi sur Twitch pour pas rater le live et mettre les notifications. Pour les gars sur Twitch, lâchez un petit follow, lâchez un petit subprime, c'est gratuit. Ça donne la force et ça fait plaisir. Et après, en fin de stream, on parlera de Colby vs Leon Edwards et surtout de Jiri vs Alex Pereira, pardon. J'ai l'impression que ce combat vous hype de fou, les gars. Moi, un peu moins. Moi, je suis plus hype par Colby, Leon Edwards. Mais bon, chacun ses bails, les gars. Donc, les datas dans le MMA. Qu'est-ce que c'est déjà les datas? Pour entre guillemets vous expliquer, en fait, c'est tout ce qu'on va récolter, toutes les analyses qu'on va récolter, entre guillemets. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je vais vous montrer tout simplement. Ah mince. Alors attendez 2 secondes, je check un truc. Comment je pourrais vous montrer à l'écran? euh, euh, Fenêtre. Ah oui, voilà. Je vous montrerai ça. Donc en fait, ça c'est ce que j'ai récupéré de l'UFC Performance Institute. Ils en ont 2 comme ça. Moi, je vous ai chopé le plus récent. Donc en fait, c'est toutes les datas qu'ils ont récoltées. Je pense qu'ils n'ont pas tout mis, bien évidemment. Mais c'est important. Donc voilà, je vous montre un exemple. Par exemple, là, c'est la moyenne de durée des combats par classe, par poids, entre guillemets, de 2017 à 2019. Donc on voit bien que déjà, le plus long, c'est pas forcément les flyweight, mais chez les hommes, les featherweight. Et les combats les plus courts, c'est pas forcément chez les poids lourds, mais c'est les light heavyweight, les lourds légers. Donc déjà, ça c'est intéressant à savoir. Déjà d'avoir une idée entre guillemets de la moyenne des fights par rapport à ta catégorie. Bon, tu vas pas changer tes game plans, ta façon de combattre par rapport à ça, mais c'est bon à savoir. On sait que les combats, ils vont durer en général un peu plus de 2 rounds. Donc voilà, ça c'est une moyenne. Chez les light heavyweight et les heavyweight, un peu moins de 2 rounds. Donc ça c'est intéressant. Après, il y a tout ce qui est data, par exemple sur les positions, la distance, beaucoup de travail au clinch. Donc ça c'est aussi important de se dire, ok, on passe, je vous donne un exemple, 60% de temps à distance, mais travailler bien évidemment son striking, sa défense de lutte, tout ça, tout ça. Le clinch, je sais pas ce que c'est, misc ground, je sais pas à quoi ça correspond, guard, half guard, etc. Donc ça, c'est des données qui sont intéressantes, les gars. Pour, on va dire, mettre du temps, entre guillemets, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler le striking à 60%, mais, parce que bien évidemment, là-dedans, il y a la défense de lutte, il y a plein de choses à prendre en compte. On a aussi, bien évidemment, les takedowns. Donc ça, c'est moins intéressant, je trouve. Voilà, ça c'est pareil, la moyenne des takedowns sur les 15 minutes entre 2017 et 2019. Donc, les perdants et les gagnants. Donc ça, c'est intéressant, les gars. Regardez. À la minute, hein, bien évidemment. Non, sur 15 minutes. Non, attends. Average takedown pour 15 minutes. Donc, c'est la moyenne de takedown sur 15 minutes. Donc, quand même, on voit que ceux qui sont plus offensifs sur la lutte ont plus de chances de gagner. Donc ça, ceci, c'est intéressant. Après, bien évidemment, ce qui est important avec les datas aussi, c'est que il faut pas prendre un maximum de data. Il faut essayer de prendre les plus importantes et de savoir derrière les analyser et savoir s'en servir. C'est pour ça que faut pas faire n'importe quoi. Pourquoi je fais ce stream aujourd'hui, cette vidéo? C'est parce que j'écoutais un peu King Game de G, ils en parlaient de tout ce qui était data et je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Donc voilà, plus tu es offensif, plus tu as de chances de gagner. Mais ça ne veut pas dire que il y a plein de paramètres à en prendre en compte. Les gens qui sont offensifs, naturellement, ça veut dire qu'ils sont bons en lutte. C'est normal, tu es nul. Enfin, je vais pas dire que tu es nul. Tu es bon en lutte offensive, etc. Tu sais que tu es à l'aise là-dessus, c'est normal. Si tu n'es pas très très bon en offensive sur la lutte,
C'est pas un Adesanya qui va mettre. Regardez, Adesanya, il fait jamais de takedown. Euh, c'est pas pour autant qu'il est nul. C'est un des plus grands champions de la catégorie des middleweight. T'as des exemples, Manafa, ou pas? Pour les datas, parce que je t'avoue que j'ai pas suivi, quoi. Alors, judging, critères de jugement. First, quand même. Ok, bon, ça c'est un peu moins intéressant. Donc voilà, là aussi on a une autre data. En fait, qu'est-ce qui, entre guillemets, les décisions, c'est 51% quasiment des combats. Après, on a KO, TKO 31% et les soumissions 17,5%. Ok. Ah, mais c'est des dates différentes, d'accord. Après, voilà, faut savoir les analyser. C'est pour ça que je vais. Ok, ouais, les capteurs. Moi, je trouve ça pas super intéressant, mais bon. Donc, on a dit 2019. Donc, voilà. En 2019, quand même, ça, les décisions ont évolué. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ça, pour moi, c'est une data intéressante. Pourquoi, en fait, euh, les décisions ont évolué, entre guillemets, en termes de pourcentage? Pour moi, je pense qu'il y a plusieurs explications. Après, vous me direz, les gars, salut Elias, ça va ou quoi? Euh, Ça veut dire que pour moi, déjà, les combattants sont plus endurants. euh, Ça va moins un peu à la bagarre. C'est plus stratégique comme le MMA. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment un peu moins, qui vont se tourner vers le bare knuckle ou des trucs comme ça, parce qu'ils trouvent que le MMA, c'est devenu très stratégique. Je pense qu'aussi la défense a énormément évolué, que ce soit la défense en striking, la défense au sol, la défense de lutte. Parce qu'avant, il y avait énormément de styles, entre guillemets. Bon, il y en a toujours, mais beaucoup moins. Avant, on avait les purs lutteurs, on avait des gros strikers, on avait des mecs très forts au sol. Donc ça faisait des combattants unidimensionnels et qui un peu all-in sur, entre guillemets, là où ils sont bons. Et c'est pour ça qu'on a des mecs qui sont arrivés après très complets, comme Georges Saint-Pierre, etc. Il faut que je regarde. Je ne l'ai pas lu en entier, celui-ci. Le premier, je l'avais lu en entier, celui-ci pas encore. On regardera après si tu veux. Mais voilà, c'est intéressant. Je pense qu'il y a aussi d'autres explications au niveau des décisions. Euh, c'est avec l'expérience et la maturité, entre guillemets, au niveau du sport, les athlètes sont beaucoup plus préparés au combat, etc. Les stratégies mises en place et les game plans mis en place sont beaucoup plus travaillés. Donc, les mecs font moins d'erreurs, entre guillemets. Bon, là, on a les méthodes, on a les, entre guillemets, par poids. J'ai du mal à chaque fois à traduire, c'est pas facile, hein, je vous avoue que traducteur, c'est pas facile. Attendez, c'est quoi ça? C'est décision. Ça, c'est chez les filles. Flyweight, on a 54%. On n'a pas énormément de différence quand même entre les poids lourds. On l'a quand même. Non, ça, c'est KO. Ok. C'est KO, TKO. Oula, attendez. Je comprends pas là. Ah non, ok, non. Décision. Ok, bon, on voit comme chez les poids lourds, il y a beaucoup plus de KO TKO. Pareil chez les lourds légers. Et après, la tendance inverse dès les middleweight. Mm, mm, mm. Donc voilà, là pareil, on a les coups distribués. On a 77% à la tête, 13%, 13% au body. Moi, je trouve que ça, c'est un truc qui est un peu délaissé. C'est tout ce qui est body shot. Je trouve que c'est vraiment important. Après, c'est facile à dire, bien évidemment, parce que c'est plus facile d'atteindre la tête. Ça fait quand même globalement plus de dégâts. Mais les body shots, je trouve que c'est vraiment intéressant quand même. Bon, après, là, c'est moins intéressant. Ça stream quoi ça? Ah ouais, super, Elias. Dis que tu te fais chier, quoi. Bon, là, encore pareil, moins intéressant. Là, on rentre sur les types de coups en striking. Finish by weight class. Donc, punch, on va voir en fait. Bon, souvent, hein, la soumission, hein, c'est rear naked choke, donc étranglement arrière. Et après, petit à petit, je crois, ouais, c'est normal, ça doit être guillotine, je crois, en termes de soumission. On a triangle, guillotine. Ouais, on a souvent guillotine qui revient.
Bon, RNC, c'est la base. C'est pour ça qu'il faut jamais donner son dos, entre guillemets. Laisse mon élève. Ah ouais, super, bizarre. Donc, soumission par position, voilà. Back control. Donc, faut pas donner le dos. Ouais. Faut faire en sorte que ça n'arrive jamais, les gars. Ça, c'est important. Ça, c'est super important, même. Après, les gars, je sais pas si quelqu'un de bon anglais. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. Miss les. Oula. Bon, vous allez m'aider, les gars. Donc, monter. Half guard. Side control. Ouais, voilà. En tout cas, faut pas donner le dos, hein, les gars. Ça, c'est important. Et après, donc là, on a la taille des cages. Donc, sur les petits, voilà. Regardez quand même la différence. Elle est impressionnante, hein, les gars. Nizar, je sais pas si tu vas pouvoir m'aider. La ground. Miss. Je sais même pas comment on le prononce, ce mot, les gars. Si quelqu'un peut m'aider, que ce soit sur YouTube, les gars, dites-moi en commentaire. Ah, divers. Ok. Merci, Ilias. Bon, désolé pour le chat sur du blanc, mais j'y peux rien. Donc là, les gars, c'est intéressant quand même. Sur le petit octogone, bon, c'est logique en soi. Bon, il y a beaucoup plus de fights sur les gros. Ok. Mais sur les petits, quand même, sur 174 fights, on a 37% de KO TKO, 25% de soumission et 39% de décision. Tandis que sur le grand, bon, après, ça, c'est normal aussi, parce qu'il y a plus de combats. On a des décisions à 51%, 17% de soumission, 32% de KO TKO. Ça veut bien évidemment dire quand même que sur le petit, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait un finish. Ça veut dire que ça peut jouer. Donc faut pas s'attendre à forcément avoir. C'est quand même pas beaucoup, 39% face à 51, il y a quand même 12% de différence. Et après, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a les blessures. Donc voilà, les blessures, on a 80% de 2017 à 2020, on a 80% de blessures durant les combats. Voilà, ça c'est une autre donnée, je trouve qui est intéressante. On en a quand même quasiment 20% dehors des fights, donc peut-être à l'entraînement, préparation physique ou en dehors. Donc on a les blessures, bon, la tête, les plus souvent, je pense que c'est les grosses ouvertures. Tout ce qui est main aussi, on a beaucoup de blessures à la main, donc ça c'est important à prendre en compte. Genoux, qu'est-ce qui est épaule, ça c'est logique, et coude. Donc voilà, ça c'est les facteurs, mais ça en tant que préparateur physique, ça c'est intéressant à mettre en place. La tête, on ne peut pas faire grand-chose à part tout ce qui est travail, entre guillemets, de renforcement de la nuque. Mais bon, euh, quand même, ça c'est 43, non, non, 43 blessures à l'épaule en dehors des fights, ça c'est important à prendre en compte. On voit bien que bien évidemment, les gens se blessent très peu à la tête en dehors des fights, parce qu'il faut attention. Euh, Pareil, au niveau des mains, on a souvent des blessures à la main parce que les petits gants, etc., ça joue beaucoup. Voilà, mais on a beaucoup de blessures au genou en dehors des combats. Ça, c'est important, quoi. Et beaucoup de blessures au pied. Bon, ça, c'est avec les kicks, etc. Toujours en combat. Mais en tant que préparateur physique, ça, les gars, c'est intéressant pour nous. C'est pour tout ce qui est travail de prévention des blessures. Ça reste une data qui peut influer, bien évidemment, même si ça reste, n'oubliez pas, personnalisé. Il faut pas faire n'importe quoi. Après, les gars, je vais pas faire toutes les datas. Je vais vraiment essayer enfin, vulgariser, de synthétiser au max, quoi. Voilà, les blessures, principalement, c'est du grappling et du striking, ce qui est logique. Euh, Quelques blessures pendant les soumissions, mais voilà, c'est pendant le striking qu'il y a les plus grosses blessures. Et après, je crois qu'on a la durée. Donc, tout ce qui est fracture du nez, c'est les plus importantes. Après, on a tout ce qui est main et genoux. Donc voilà, on sait que. Et ça, je pense que c'est chez les femmes. Donc voilà, quand même, tout ce qui est fracture du nez, les mains, poignets et les genoux, c'est le plus important. Tu peux me l'envoyer, Manafa? Ouais, je te l'enverrai si tu veux. Je sais pas sur quoi je peux te l'envoyer, mais je te l'enverrai.
Vas-y, vas-y, Nizar. Alors, après, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a tout ce qui est commotion, je crois, cérébrale. Donc ça, c'est voilà, ça c'est des détails. Data plus, on va dire pour l'UFC. Ça, je pense que c'est intéressant. Fighter analyse. Donc voilà, on a tout ce qui est les skills, les fondations de skills pour le MMA. Alors, donc ouais. Alors je lis en même temps, hein, les gars. Ouais, je pense que c'est bien sûr c'est les mitaines. Grappling et striking. Donc ouais, je pense qu'on a tous les styles là. On a tous les styles. Striking, ok, ok. Et voilà, c'est intéressant, je pense, en tant que coach de le lire, ou en tant que prépa, ou vraiment les passionnés. Euh, je pense que c'est important de mettre en place MMA, skills, évaluation, les outils. Voilà, ça c'est intéressant aussi pour les coachs, je pense. Même pour ceux, entre guillemets, qui veulent se former, je pense, et se développer, je pense que c'est vraiment important, quoi. Voilà, il parle du timing, punch technique, voilà, les trucs à mettre en place, quoi. Ah, par exemple, il parle de position, tout ça. Je pense que c'est vraiment important en tant que coach. Et là, on a tout ce qui est, les gars, comment on appelle ça? Une programmation d'entraînement en tant que coach. Ça, pareil, c'est intéressant. Tu commences, enfin, entre guillemets, tu commences en tant que coach de MMA. Je sais pas si on peut dire ça, mais on va dire que tu vas commencer à donner des cours, même si tu as une grosse expérience de MMA. Tu peux t'aider, entre guillemets, t'inspirer de ce que par exemple, de la structure d'entraînement ici. Alors, le matin, par exemple, on parle de travail. Souvent, regardez, matin, on a lutte, grosse intensité. Je sais pas ce que c'est, éval, pardon. Ah, ok, je pense que c'est par rapport à en haut, en fait. Par rapport à ça, hein. Je pense, tout ça là. Mais voilà, c'est une structure d'entraînement. Ça, c'est bien, je trouve. Après, bien évidemment, là, c'est pour du pro, les gars, hein. Parce que ça veut dire que tu t'entraînes 2 fois par jour, quasiment, à part le mercredi et le samedi. Bien évidemment, dimanche, c'est repos. Ça aussi, il faudrait qu'on en parle, les gars, du délire s'entraîner tous les jours. Les gars, on va en parler, ça vite fait. J'en ai discuté sur Twitter. Je sais pas, on m'a envoyé une vidéo de Rabib. Il dit, ouais, Nani, moi je m'entraînais, qui s'entraîne 3 4 fois par jour. Mais est-ce qu'il a dit qu'il s'entraînait tous les jours de la semaine sans repos? Parce que moi, honnêtement, je- il peut le faire. Mais j'ai du mal à croire que Khabib s'est entraîné tous les jours, 3 4 fois, même 3 fois ou 2 fois par jour, sans repos. Surtout dans un sport de combat, quoi. C'est pas genre il fait du vélo en mode. Il fait du vélo comme ça, quoi. Même si c'est des trucs de 30 minutes, 40 minutes, ça laisse quand même un peu de fatigue, hein. Donc là, on a tout ce qui est pareil, conditioning. Donc les tests, je pense, c'est pour le physique, là, les tests physiques. Voilà, les profils, le testing, etc. Donc donnez-moi votre avis aussi, les gars, sur YouTube, de ce que vous en pensez de s'entraîner tous les jours. On fera un live peut-être la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, on fera live sur Cédric Doumbé, Jordan Zebo. On parlera d'Abdoul aussi mardi, je pense. Et lundi, on fera Cédric Doumbé, Jordan Zebo. Ouais, possible, hein. Là, je pense qu'ils prennent en compte la morphologie, etc. Donc voilà, tout ce qui travaille de diagnostic, c'est intéressant, quoi. Pareil, là, il parle de tout ce qui est monitoring, travail de force, de puissance, les outils à utiliser, travail de développement du système énergétique. Pourquoi il y a, dis-moi, c'est intéressant, moi, je trouve quand même. Après, il faut pas en abuser, hein, toujours, hein, de la data, hein. Parce que c'est là que ça devient. Putain, les gars, je suis qu'à. Putain, il y a 483 pages, hein. On va pas abuser non plus, les gars. Putain, il faudrait que je me mette à lire celui-là, quand même.
Faudrait que je m'y mette. Le petit Ngannou là. Petite omelette, petit jus d'orange, les gars. Bacon, la vie d'artiste. Et là, nutrition, ça aussi c'est intéressant. Pareil. Body composition. Bon, les gars, bon, on va s'arrêter là pour les datas, sinon ça va être trop. Ça sert à rien de trop abuser non plus. Moi, je trouve ça vraiment chiant de parler data. Stade dans les portes, j'accorde très peu d'importance, perso, du pourcentage de finish ou autre. Je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je suis pas fan de parler de data et tout le temps. Surtout, c'est la mode un peu dans le foot, par exemple, où on parle beaucoup de data, nombre de buts, un nombre de passes D, un nombre de ballons perdus. Mais moi, j'ai fait une formation, les gars, sur la data avec un très bon préparateur physique, le préparateur physique du stade toulousain en rugby. Et on en a beaucoup parlé. C'était une formation sur 2 jours. Non, une journée, pardon, excusez-moi. On en a beaucoup parlé. Mais comme il a dit, l'objectif quand même, c'est ils avaient plein de data, ils ont plein de data. Mais c'est d'en prendre 5 sur les 100, par exemple, je te parle, ils ont 100 data différentes, ils en prennent 5 et ils prennent en compte que celle-là, parce qu'ils ont identifié que c'était celle-là qui était vraiment game changer. Et grâce, par contre, parce que tu vois, c'est pour ça que je voulais te répondre, parce qu'en fait, ils ont remarqué que depuis qu'ils ont pris en compte ces data, etc., ils ont énormément évolué et ils gagnent beaucoup plus, en fait. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Ouais, mais là, c'est un autre type de data, Elias. Là, on sait bien évidemment, parce que là, eh ben, c'est parce que tu prends un global. Mais qu'est-ce qui serait intéressant peut-être pour Max Holloway si... Après, c'est son style qui veut ça. Il a beaucoup de volume parce qu'il est très endurant. Mais c'est normal, tu peux pas avoir du volume et être puissant. Ça serait trop facile. Sinon, t'imagines, tu pourrais mettre du volume, entre guillemets, être puissant. Tu serais le combattant ultime. Moi, les gars, je trouve la data, ça reste quand même important. Parce que peut-être je l'ai mal expliqué aussi, les gars. Faudrait que je ressorte un peu les cours de cette formation. Ouais, mais parce que en fait, toi, tu regardes le foot pour le plaisir. Parce que tu apprends du plaisir à regarder du foot, voilà, les émotions, tout ça. Mais quand on va dire, tu travailles pour une structure de très haut niveau, la data, les gars, c'est très important. Vous allez voir en NFL, en NBA, FC Barcelone ou Real de Madrid, les gars, la data, je vous dire qu'ils en bouffent, ils en bouffent. Et ça influe énormément. Sur la data, par exemple, je vais essayer de me rappeler, je crois, pour je sais plus c'est quoi. Euh, Entre guillemets, tu avais une data qui estimait si tu allais perdre ou gagner, en fait. En fonction du nombre, je sais plus si. Ouais, c'est le nombre d'accélérations que ton équipe fait, entre guillemets, que tes joueurs font. Plus, si tu as plus d'accélération que ton adversaire, tu perds quasiment systématiquement le match. Parce que ça veut dire que tu es toujours en train de défendre, etc. Tu vas me dire, mais c'est logique. Tu es en train de perdre, tu vas courir un peu plus. Mais en fait, grâce à ces datas, ils ont pris en fait plusieurs autres datas qui étaient liées et ils ont pu travailler sur ça en fait. Ouais, voilà, kilomètres parcourus de l'équipe, ça peut être intéressant. Une équipe qui court beaucoup, tu vas dire ouais, mais ils sont endurants de fou. Mais ça veut dire qu'en fait, tu es toujours en train de courir, tu es peut-être toujours en train de courir derrière le ballon, par exemple. Donc, voilà, ça c'est intéressant à prendre en compte. Après, bien évidemment, il faut bien les analyser, faut travailler dessus et tout. Le mec, il avait un logiciel vraiment développé. Je pense que l'UFC, c'est pareil. Mais je pense que quand même, pour le MMA, les clubs de très haut niveau, ils utilisent la data. Pas à ce niveau-là, bien évidemment. Mais il y a des datas qui s'utilisent, par exemple. Souvent, on utilise les cardiofréquencemètres, euh, la data, les BPM au repos, etc. La récupération inter-round. Pour voir le delta, par exemple, tu fais un round de MMA, tu es monté, je sais pas, à 200 ou 195. Et en fait, à la fin de ton premier, de ta minute de récupération, par exemple, tu étais à 190. Si tu es descendu à 140, c'est très bien. Ou pour certains, ça va être pas incroyable, mais c'est déjà énorme. Tu vois, je donne un exemple. Donc, moi, je suis du Real, mais je vous avoue que les gars, je suis pas trop le foot maintenant, ça m'a un peu gavé. Mais voilà, c'est pour vous donner une ordre d'idée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, les gars.
On va parler maintenant un peu de vite fait de Jiri vs Pereira et de Covington vs Edwards. Je sais pas si je vais trouver des images par rapport à ça, les gars. Euh, je trouve pas de trucs. Bon, en tout cas, vous avez vu qu'on a ces deux combats annoncés. Welcome salam Hamza, ça va quoi? T'as un peu raté tout ce qui était data, mais là on va parler de Colby vs Leon Edwards. Vite fait, on en parle après, je vais quitter. Et de Jiri vs Pereira. Moi honnêtement, je suis hypé par Colby vs Leon Edwards parce que la catégorie light heavyweight, elle me hype pas tant que ça. Je pense que le combat va être intéressant, mais en soi, la catégorie, surtout que la ceinture, il n'y a pas eu de rivalité ou de vrais trucs, entre guillemets. Tandis que Colby Leon Edwards, tu sais, Colby, il a beaucoup parlé, même si j'aime pas et tout. Il y a plus. On va voir si Colby va pouvoir battre Leon Edwards. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hype par Jiri et Pereira? Parce que je pense que vous êtes hype parce que c'est deux cogneurs et tout. Donc ça va s'envoyer sec, quoi. Colby, le monstre arrive. Moi, je sais pas, hein, les gars. Je vais vous montrer une stat, les gars. Euh, Ah, Colby Covington. C'est quoi déjà, les gars? J'ai oublié le site pour voir les stats des combattants. Comment ça s'appelle déjà, les gars? Si quelqu'un peut me dire? L'apologie, voilà. Purée, il y en a un qui suit, les gars. Ah là là. Je vais vous montrer un petit truc sur Colby. Quand même, ces victoires, les gars, c'est pas forcément sur des gros 77 ou des vrais 77. Tyrone Woodley, ok, mais bon. Bon, j'avoue que c'était un peu la fin de Woodley, je trouvais. Georges Masvidal, fin, voilà quoi. Mais sinon, je trouve que il a beaucoup de victoires, mais c'est pas contre des mecs incroyables en 77, entre guillemets. Par exemple, on va prendre Kamaru Usman. Non, on va prendre Leon Edwards, les gars. Leon Edwards, c'est autre chose, les gars. C'est des vrais 77. Et puis, à chaque fois, il a refusé personne. Belal, il aurait gagné. Il était en train de lui rouler dessus. Ned Diaz, c'est pareil. Il a juste eu un truc, voilà. Mais deux fois Kamaru Usman. Georges Masvidal, je pense qu'il aurait cassé en deux. Voilà, là. Sa dernière défaite, c'était Kamaru Usman, les gars. Et c'était en 2015. Donc, j'ai pas le temps, Nizar. Moi, je sais déjà comment percer, moi. Non, je rigole. Après, bien évidemment, Colby Covington, son plus gros, c'est son endurance, sa lutte, son volume et tout, il te tabasse. Ouais, moi, c'est ça un peu qui m'énerve avec Colby. Je pense que Belal mérite plus, après, c'est moins vendeur. Ça reste l'UFC, c'est ça le problème. C'est que l'UFC, ils veulent des combats vendeurs et ça l'intéresse pas. Un Colby, enfin, un Leon Edwards, Belal Mohamed, waouh. Vous imaginez ça? Mais on en reparlera de ce combat. Je sais pas si d'ici. Je sais pas, c'est quand le combat de Jiri contre. C'est en novembre? C'est quand? Je vous avoue que le combat des flyweights, ça me regarderait, mais pourtant, en fait, c'est des beaux combats, mais je sais pas, en fait. Je pense que la catégorie, elle m'intéresse pas du tout. Après, Manafa, il va me parler de Manel Cap, mais bon. Zéro. Pay-per-view, l'UFC est en fight. Bah oui. T'imagines un Bella Leon Edwards? Moi, je pense que ça aurait été bien d'avoir un Leon Edwards Covington à l'UFC Abu Dhabi en co-main event. Mais bon, il y a quand même Shimaev, Costa, ils voulaient pas tout. Ils voulaient pas trop abuser, je pense. Au moins, ça lisse, entre guillemets, les pay-per-view. Parce que là, on va avoir en octobre, on a ce pay-per-view là. Novembre, on a Stipe contre John Jones. Donc, ce sera
Sur la même carte, non? C'est quand les combats là, de prévu? En termes de date. UFC 296. Ok. Donc 12 décembre? Non. 16 décembre, c'est avant Noël. Et Jiri, ok, ce serait avant novembre. Ok. Ok, bon les gars, on va s'arrêter là, je pense. 30 minutes de stream. On est bien. La KT Welter, je suis le seul qui est pas hyper. Moi, je kiffe la KT Welter, hein, mec. Moi, je kiffe, mais il n'y a pas eu de combat là. Je crois le top 10 ou le top 5, je crois. Il n'y a pas eu de combat depuis quasiment mars. Hein. Bon, merci Manafa. Ouais, c'était un petit live, les gars. On parle de data. Je pense qu'on reprendra le live qu'à partir de lundi. On parlera bien évidemment du choc. Cédric Doumbé, Jordan, Zebo et qui était mort. Et mardi, on parlera du combat d'Abdul. Et voilà, quoi. Et après, on verra. Je trouverai d'autres trucs pour parler, quoi. Peut-être dimanche matin, je vous fera un petit stream pour le combat on fera une petite review du combat de. Comment il s'appelle? La Gamrot vs Fiziev. Si vous êtes chaud, vers 11h. Vers 11h, un petit stream de 30 minutes. Mais pas sûr. Pas sûr. Pas sûr du tout. Ryzen, t'arrives quand je quitte le stream. Ben, tu dors la nuit, hein, Ilias. Ça, c'est pas mon problème. T'arrives, les gars, vous arrivez quand je pars. Hein. Il faut abuser, il faut pas abuser. Bon, les gars, en tout cas, que ce soit sur YouTube, s'il vous plaît, lâchez un like, lâchez un commentaire. Ça me fait plaisir à chaque fois de vous voir, de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch. C'est Nabil TKL. Non, Nabil Takali, pardon. Vous avez mes réseaux en dessous là de ma scène. N'hésitez pas à lâcher un petit follow aussi sur Twitch. Mettez les notifications. On se dit à lundi, je pense, pour le prochain stream. Ou peut-être dimanche matin. On verra. Prenez soin de vous. Et on se dit à la prochaine.